Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le Bénin prépare activement sa riposte contre les changements climatiques. Plusieurs acteurs du climat et de l'environnement se sont retrouvés pour l'élaboration d'un document national d'adaptation. Les médias audiovisuels tiennent-ils compte des enfants dans leur programme? Faut-il les laisser regarder la télé ou suivre la radio? Les réponses dans ce journal avec Georges Hamelon, journaliste consultant. Et puis hier, c'était la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Quelle alimentation pour une bonne hygiène bucco-dentaire? On en parle dans ce journal. Le Bénin va bientôt disposer d'un document national d'adaptation au changement climatique. Dans cette optique, plusieurs acteurs du climat et de l'environnement s'attellent à la tâche. Ils vont accorder leur violon et valider une stratégie pour mieux gérer les vulnérabilités au changement climatique. Patrick Adiaboujou. Les pays africains à l'échelle de la planète subissent de plein fouet les aléas du changement climatique. Les ressources naturelles, la biodiversité et l'environnement sont fortement menacés. Pour parer au plus pressé, le Bénin s'engage à renforcer sa résilience et son plan d'adaptation. Pour lutter contre les effets néfastes des changements climatiques. Ces assises donnent priorité à la validation des stratégies de gestion des vulnérabilités dans tous les domaines clés de développement, dont l'agriculture, la santé et l'assainissement en eau potable. Quand vous prenez la ressource en eau, agriculteurs, tous ont besoin donc de la ressource en eau. Comment on l'amène donc à s'adapter? Donc une fois cette vulnérabilité définie avec toutes les problématiques liées à cette vulnérabilité, donc on donne des mesures. Donc pour le Béninois simplement, par rapport à la rareté des pluies, quelles sont les mesures qui sont prises, donc il doit pouvoir savoir pour s'adapter à chaque saison. Dans le domaine de l'agriculture, nous avons des zones agroécologiques qui sont définies. L'État met en place une politique. Mais quand on descend donc, dans les localités qui sont les plus vulnérables, nous avons identifié. Par exemple, je donne un exemple de riz à cycle court. Donc il y a des pratiques culturelles endogènes qu'on a identifiées, remis à l'échelle, documentées scientifiquement, pour permettre à l'agriculteur de s'adapter. S'adapter et se préparer pour mieux faire face au changement climatique. Environnementalistes, spécialistes en ressources naturelles et écologistes y consacrent 2 jours de réflexion pour l'élaboration des mesures d'urgence. Les pays en développement sont des pays qui sont surtout soumis aux effets néfastes des changements climatiques. Ils doivent s'adapter. Et ceci, le contenu, la manière de s'adapter, ça doit transparaître à travers un plan qu'on doit soumettre au secrétariat de la Convention. Le Bénin prépare ainsi sa riposte contre les changements climatiques. Un document national d'adaptation sera bientôt disponible et mis en application. Depuis leur apparition, les médias audiovisuels font partie du quotidien des hommes. Difficile d'imaginer une journée sans aucun contact avec la radio ou la télévision. Mais faut-il laisser les enfants regarder la télévision ou suivre la radio? En quoi ces médias participent-ils à l'éducation des enfants? Georges Hamelon, journaliste consultant, répond ici au micro de Edwige Agossou et Lazare Migrant. La mission des médias, de façon générale, on le dit, c'est informer, éduquer et divertir. L'éducation des enfants appelle une responsabilité des adultes parents comme des adultes professionnels des médias. Les parents ont la responsabilité de ne pas exposer leurs enfants à des contenus qui peuvent les perturber. Mais de la même façon, les professionnels des médias ont le devoir de réguler les contenus de manière à ce qu'ils ne viennent pas porter atteinte à l'éducation de l'enfant. C'est un regard qu'il faut avoir en permanence sur chacune des choses qu'on diffuse quand on est professionnel des médias, mais auxquelles on expose son enfant quand on est parent. Les parents
contrôlent étroitement ce que regardent leurs enfants, qu'ils les éduquent même à regarder les médias. Parce que c'est une chose qui est toujours possible. Il est possible de dire à un enfant, ce programme-là, tu ne dois pas le regarder pour telle et telle raison. Et si par hasard, si d'aventure, l'enfant est exposé de façon impromptue à quelque chose qu'il ne devrait pas voir, le plus important, ce n'est pas de se précipiter sur la télécommande pour couper le programme. C'est au contraire d'être capable après coup d'en parler avec l'enfant, de resituer ce qu'il a vu, d'expliquer et de l'accompagner par rapport à ce à quoi il a pu être exposé. C'est un travail continu d'éducation qui relève de la responsabilité des adultes que nous sommes. Comme l'ensemble de nos organes audiovisuels, la Radio nationale prend sa part dans le développement. Peut-être pas de façon encore totalement aboutie, puisque pour ce genre de choses, il faut véritablement agir en fonction d'une politique bien définie, avec des objectifs qui sont tracés, avec des échéances au besoin, avec un contact permanent avec son environnement pour comprendre les besoins, les attentes et s'y conformer pour produire des programmes qui permettent d'aller d'un point A à un point B. Mais ce qui est sûr, c'est que d'une manière ou d'une autre, chacun de nos organes prenne leur part dans la participation au développement. Et puis hier, c'était la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Occasion de rappeler combien l'hygiène bucco-dentaire est essentielle et sensibiliser les populations sur les maladies qui y sont liées. Mais quelle hygiène, mais quelle alimentation pour une bonne hygiène bucco-dentaire? Réponse dans ce reportage. Mâcher, sourire et parler à une personne devrait être un plaisir. Mais pour les patients souffrant de maladies bucco-dentaires, c'est un véritable enfer. Un traitement efficace passe non seulement par des soins de spécialistes, mais également par une bonne alimentation. Si l'alimentation ne contient pas les éléments nécessaires, la cavité buccale, la bouche pourrait avoir des difficultés à lutter contre les infections. Nous avons par exemple la vitamine A, la vitamine E, la vitamine D, la vitamine C, la vitamine B, le calcium, le phosphore, le magnésium, le sodium, le potassium, pour ne citer que ceux-là. Pour trouver une bonne dose de calcium, par exemple, vous voyez notre yaourt, le fromage, tout ce qui est d'origine latée sont très pourvoyeurs de calcium. On n'a même pas besoin d'aller acheter des médicaments riches en calcium nécessairement avant d'en avoir. En plus de ça, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont aussi riches en phosphore. Et cet avocat, par exemple, que nous consommons peut-être avec du pain ou bien dans du plat avec la salade, nous conseillons parce que c'est riche en phosphore. Les aliments riches en calcium, par exemple notre poisson de mer, les crevettes, tous ces aliments, les crabes que nous consommons sont souvent riches en calcium. Et nous conseillons souvent ces aliments. Vous voyez notre gombo que nous prenons, sont riches en calcium. Et donc, c'est autant d'aliments que nous devons privilégier. Privilégier des aliments, oui, mais de saines habitudes peuvent également aider dans la prévention du mal. Après le repas, il faut vraiment boire un peu de l'eau pour rincer la bouche, éliminer les débris qui se sont d'une manière ou d'une autre entassés dans les petits espaces qui existent au niveau des dents. Deuxième élément, c'est que nous conseillons que nous devons nous brosser tout au moins les matins au réveil, les soirs au coucher et si possible après les repas. C'est très important. La santé bucco-dentaire est essentielle pour l'état général et la qualité de vie. Prenons-en donc soin. Hors du Bénin, à présent, après une saison 2017-2018 brillante, la campagne 2018-2019 s'annonce plus mitigée pour les expéditions tunisiennes d'huile d'olive. D'après le dernier rapport du département américain de l'agriculture sur la filière oléagineuse, les embarquements sont prévus pour atteindre 150 000 tonnes cette saison, marquant ainsi une baisse importante par rapport aux 200 000 tonnes d'huile écoulées un an plus tôt. En 2017-2018, les exportations d'huile d'olive ont rapporté environ 730 millions de dollars, soit plus de 400 milliards de francs CFA à la Tunisie.
Bientôt, une émission de la gastronomie sénégalaise sur la RTS, appelée Saveurs du Sénégal. Elle ambitionne de valoriser les produits locaux et la cuisine sénégalaise en mettant en avant les valeurs nutritives de base. Le premier numéro a été projeté devant un public. Il a réuni les restaurateurs qui ont étalé leur savoir-faire à la résidence de l'ambassadeur Moussa Man de la radio-télévision sénégalaise. Réinventé par Goût de France, l'idée est d'organiser un événement franco-sénégalais. Il s'agit pour les organisateurs de mêler des produits sénégalais et les éléments de la gastronomie française. D'un restaurant en 2016, aujourd'hui, ils sont 17 à étaler leurs recettes. On va au cœur de la gastronomie, c'est-à-dire cette idée de métissage. On va aussi au cœur de la gastronomie, cette idée de partage. On partage ensemble un repas, on partage des valeurs, comme la France et le Sénégal. Et puis la gastronomie, c'est aussi évidemment le soutien à l'agriculture, une agriculture de qualité. Vous avez ici d'excellents produits, que ce soit le manioc, que ce soit les mangues, et vous avez des produits qui sont pleins de saveurs. Je pense par exemple à une invention qui a été de faire un Paris-Brest avec des noix de cajou. L'événement d'une dimension internationale a réuni plusieurs nationalités, des diplomates aux autorités nationales. Goûtant par endroits les saveurs, ils ont salué le concept. Moi j'ai essayé le fromage, j'ai essayé le chocolat, donc moi je suis content. Mais aussi de voir toutes sortes de monde qui est là, c'est vraiment une initiative louable du côté des Français. Et comme je dis à votre consoeur, que ça vienne des Français, que ça vienne des États-Unis d'Amérique, que ça vienne de n'importe quel autre pays. Si l'objectif c'est de nous ressembler, de nous amener ensemble pour célébrer ce que nous tous nous avons en commun et comment continuer à travailler ensemble, ça moi je suis dedans. C'est aussi une occasion pour soutenir l'agriculture, le tourisme entre autres, en mettant en valeur les menus sénégalais. C'est dans ce cadre que la formation des ressources humaines occupe une large part. Et c'est pour ça aussi que nous participons à des formations de cuisiniers que nous envoyons ensuite en France dans des grandes écoles de gastronomie. Ça participe aussi à nos efforts que nous menons pour essayer de créer ou de favoriser des filières dans l'hôtellerie et la restauration, notamment par exemple avec la nouvelle université USSEN, dans le cadre du campus universitaire franco-sénégalais. Voilà, vous voyez, ça dépasse de très loin le seul cadre de la gastronomie. Dans cette lancée de valorisation de la gastronomie sénégalaise, le concept Saveurs du Sénégal sera bientôt sur le petit écran. Il s'agit de mettre en valeur les produits locaux et faire évoluer la cuisine traditionnelle. L'accent sera mis sur les valeurs nutritives de nos produits de base. Au-delà de la gastronomie, c'est aussi une manière de valoriser nos cultures. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.